Alors on se retrouve dans une autre bibliothèque, c'est la plus grande bibliothèque du monde. C'est la bibliothèque du Congrès des États-Unis, avec des grandes collections d'images, des grandes collections de bouquins. On peut voir là un peu l'entrée et les visites. Concerts, des expositions. Le prochain exposition, c'est le 8 juillet. Les visiteurs munis d'un laissez-passer chronométré pourront voir la grande salle, la Bible de Gutenberg, le premier livre qui a été imprimé, j'imagine, selon le narratif, la carte américaine d'Abel Buell de 1784 et la vue sur la salle de lecture principale. Des achats avec des t-shirts, des tasses assez conventionnelles. La boutique elle est même en ligne. Voilà, Shop Now. Shop Now. Ah ouais. Des couverts, des assiettes. Ça c'est une relation avec le shop de la bibliothèque du Congrès. Ah bon, ok. Le shop du Congrès, la bibliothèque du Congrès. Bon, on vient là, c'est pour des livres. Mais quand même, à la bibliothèque du Congrès, on a des choses sur notre sujet. L'Amérique tombe-t-elle de la Terre plate ? C'est une notice électronique, livre imprimé. La Terre plate et ses défenseurs, une liste de références. Nouvelle carte correcte de la surface plane. C'est la surface. C'est la carte. Voilà. On va entrer une liste de références. Tout au long de l'histoire, les gens ont regardé le monde qui les entourait et se sont interrogés sur sa forme. Les philosophes grecs anciens, les érudits ont débattu de la question avant de parvenir à un consensus sur le fait que la Terre était une sphère. Consensus, pas vraiment. À l'aide de mesures d'ombre à midi au solstice d'été et de géométrie, le polymathe Ératosthène a même réussi à calculer une circonférence de la Terre de quelque 250 000 stades, soit 29 000 miles. Même si la croyance en une Terre sphérique s'est répandue, les gens ont continué à se demander s'il y avait vraiment une face cachée. Tout ne serait-il pas à l'envers ? En 1522, le retour de l'expédition de Ferdinand Magellan semble démontrer de façon concluante la nature globulaire de la Terre. Néanmoins, sur la base des écritures et de leurs propres observations, certaines personnes ont continué et continuent à ce jour à penser qu'elle est plate. Livre et chapitre de livres. Au milieu du XIXe siècle, en Angleterre, vers 1850, des conférences publiques offraient aux personnes modestes, qui donc n'avaient pas les moyens, l'occasion d'en apprendre davantage sur le monde qui les entourait, au-delà de leur communauté, des gens qui sont autour d'eux, et du monde qui les entourait, le décor le plus proche d'eux. L'un des nombreux orateurs itinérants, donc qui changeaient, une fois c'était un, une fois c'était l'autre, un homme se faisait appeler Parallaxe. Il a visité les amphithéâtres et les
Auditorium d'Angleterre a attiré les foules en exposant ses expériences personnelles qui, selon lui, ont montré que la Terre n'était pas un globe mais un disque aplati. Parallaxe, un débatteur habile, commencerait à raviver l'idée séculaire de la Terre plate. Parallaxe, un homme du nom de Samuel Barley Rowbotham, et ceux qui l'a inspiré ont écrit un certain nombre de livres sur l'idée de la Terre plate. Ces auteurs, leurs successeurs idéologiques et ceux qui ont écrit à leur sujet sont représentés dans les livres, chapitres de livres et extraits de livres de la Terre plate et ses défenseurs, une liste de références. Ressources disponibles à la bibliothèque du Congrès. On a Idées fausses sur le Moyen-Âge, un livre qui a l'air intéressant. Le grand inadapté américain, 26 histoires personnelles bizarres. Ah, cool. Bon, Sans preuve que la Terre n'est pas un globe par William Carpenter. On va voir l'intégralité de ce livre, les 100 preuves que la Terre n'est pas un globe, par Carpenter. Un livre de 1885. Voici le contenu, c'est l'ensemble des preuves. Aujourd'hui, on va aller jusqu'à la numéro 10. Je pense qu'on va faire environ 10 preuves par 10 preuves pendant un certain nombre d'émissions jusqu'à qu'on arrive à faire les sons. Le but est d'avoir compris chacune de ces preuves et le cheminement intellectuel qu'il faut avoir pour pouvoir par soi-même constater cette platitude et qu'elle devienne une réalité inébranlable. C'est le but de ces quelques émissions, de voir la traduction de ce livre qui est sorti en anglais en 1885. On commence par les 100 preuves que la Terre n'est pas un globe. Il est dit, si l'homme utilise les sens que Dieu lui a donnés, il acquiert la connaissance. S'il ne les utilise pas, il reste ignorant. Les sens, c'est la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût. Si on n'utilise pas la vue, on n'arrivera pas bien lire. Si on n'utilise pas ses sens, si j'utilise aucun de mes sens, même celui qui est aveugle, il pourra lire avec le doigt en braille, mais si je lui enlève le sens du toucher, il n'arrivera plus lire du tout s'il est aveugle. Ce qui dit dans cette phrase, rien ne semble nous empêcher de tourner à l'horizon tout autour de nous, c'est donc ce cercle de la Terre plate. Quand on se trouve ici, on voit que c'est l'horizon, et partout dans cet horizon, on va pouvoir voyager. Les choses qui doivent être défendues, alors ce sont ces théories astronomiques acceptées, c'est-à-dire que la Terre est un globe. Ce n'est pas la vérité qui doit être défendue contre les assauts de l'erreur. Oh non, simplement des théories, bonnes ou mauvaises, parce qu'elles ont été acceptées. On ne va pas défendre la vérité, on va défendre les théories qui ont été acceptées. Acceptées. Eh bien, ils ont été acceptés parce que cela ne valait pas la peine de les regarder. La Terre globe a été acceptée parce que c'est quelque chose, une connaissance dont les personnes pensent que ça ne vaut pas la peine de la regarder. Si John Herschel dit « Nous tiendrons pour acquis dès le départ le système copernicien du monde », le système copernicien, c'est le système héliocentrique avec un soleil au centre de la galaxie avec des planètes qui tourneraient autour. John Herschel, dans cette phrase, il soutient qu'on tiendra acquis, c'est-à-dire que ça sera considéré comme vrai depuis le départ, le système avec le soleil au centre. Il se fichait de savoir si c'était le bon ou le mauvais système, ou il ne l'aurait pas fait. Il se serait renseigné. Il n'aurait pas choisi le système avec le soleil au centre, le système héliocentrique, si il s'était renseigné. J'ai pris les phrases les plus importantes de ce début. On va aller directement à la suite. Que la Terre soit un plan étendu
étendu dans toutes les directions à partir du nord central, au-dessus duquel est suspendue pour toujours l'étoile polaire. Au pôle nord, quand on regarde au ciel, à midi, en haut, on trouve l'étoile polaire. C'est un fait que tous les mensonges qui peuvent porter sur elle avec leur poids mort ne pourront pas renverser, c'est la vérité. L'étoile polaire est toujours à la même place au pôle nord. Ça tourne pas avec... ça voudrait dire que l'étoile polaire, elle tourne aussi avec la Terre, avec tous les mouvements de la Terre qu'elle fait aussi en tournant autour du Soleil. Il y a un mouvement sur elle-même, le mouvement autour du Soleil, et l'étoile polaire, elle reste tout le temps fixe, tout le long. Elle est à midi lorsqu'on se trouve au pôle Nord. Nous trouvons, dit Monsieur Proctor, que la Terre n'est pas plate mais un globe, non fixe mais en mouvement très rapide, pas beaucoup plus grand que la Lune et beaucoup plus petit que le Soleil et le plus grand nombre d'étoiles. Ce que M. Proctor défend, c'est une Terre qui n'est pas plate mais un globe et qui bouge et qui est un peu plus grande que la Lune, mais beaucoup plus petite que le Soleil ou que de nombreuses étoiles. Voici la réponse. D'abord, Monsieur Proctor, dites-nous comment vous constatez que la Terre n'est pas plate mais un globe. Peu importe que nous la trouvions ainsi déposée dans cet amas de suppositions que vous cherchez à défendre, la question est, quelle en est la preuve? Où peut-on l'obtenir? La Terre sur laquelle nous vivons et nous nous déplaçons, elle semble plate. Où est donc l'erreur? Si la Terre semble être ce qu'elle n'est pas. Il y a un problème parce que on voit qu'elle est plate, mais elle ne l'est pas. Elle semble être ce qu'elle n'est pas. Il y a quelque chose de pas logique. Ensuite, on parle. Rappelez-vous du premier au dernier que vous n'avez pas osé apporter un seul élément de la masse d'évidence qui se trouve dans la philosophie zététique par Parallaxe, un ouvrage dont l'influence était l'objet avoué de votre propre livre d'écraser. Il avait fait un livre pour écraser ce livre qui avait eu un grand succès, aussi ce conférencier qui faisait les conférences gratuites qui montait. Première preuve, l'aéronaute peut constater par lui-même que la Terre est un plomb. L'apparence qui lui est présentée même à la plus haute élévation qu'il ait jamais atteinte, quand il monte, est celle d'une surface concave. Concave comme un saladier. C'est une surface concave. C'est exactement ce qu'on peut attendre d'une surface vraiment plane, puisque c'est la nature des surfaces planes de paraître s'élever au niveau de l'œil de l'observateur. C'est une démonstration oculaire et une preuve que la Terre n'est pas un globe. Quand on prend une surface plane comme l'océan, quand on regarde, on a l'impression que ça se lève, que ça monte. Plus on monte en l'air, plus on verra loin, mais cette ligne d'horizon, elle restera au niveau des yeux de l'observateur. C'est un fait, c'est le premier indice de preuve. La surface, elle est plane et elle réagit comme si elle était plane. Indice numéro 2, toutes les fois que des expériences ont été tentées à la surface de l'eau stagnante, cette surface s'est toujours avérée plane. Si la Terre était un globe, la surface de toutes les eaux stagnantes serait convexe, l'inverse du saladier. Saladier à l'envers, convexe. Ceci est une preuve expérimentale que la Terre n'est pas un globe. N'importe comment qu'on le prenne, lorsqu'on fait des expériences sur l'eau, on voit toujours une ligne plate, l'eau reste toujours plate. Il n'y a aucune expérience qui ont prouvé que l'eau se courbait. Ici, d'un côté à l'autre, on a quand même une grande distance de vision. Et de ces deux points, on arrive à un horizon toujours plat. Normalement, à une distance comme ça, on devrait commencer à voir la courbure. Indice numéro 3. Les opérations des géomètres dans la construction de chemins de fer, de tunnels ou de canaux sont menées sans la moindre allocation pour la courbure, bien qu'il soit enseigné que cette soi-disant allocation est absolument nécessaire. À aucun moment
dans la construction de chemins de fer, de tunnels, on prend en compte la courbure de la Terre, alors que celle-ci, c'est enseigné, elle est absolument nécessaire qu'elle soit prise en compte, mais on ne la prend pas en compte. C'est une preuve flagrante que la Terre n'est pas un globe. Quand on fait des constructions comme ce pont, on ne prend pas en compte la courbure de la Terre sur des distances qui peuvent être des dizaines et des dizaines de kilomètres, alors que la courbure à des dizaines de kilomètres, c'est déjà flagrant. Pour comprendre ça, il faut prendre ce style de calcul. Là, on a un résultat à des distances. Une personne qui se trouve ici, elle verra droit devant elle. Elle ne pourra pas voir derrière la courbure. À un moment donné, ce qu'il y a dessous sa vue, c'est un précipice. Elle ne pourra que voir à la hauteur de ses yeux, de son regard, et au-dessus. Elle ne pourra pas voir au-dessous. Un immeuble qui est très grand à une longue distance, à un moment donné, il va passer sous la courbure. La personne ne pourra plus la voir. Indice numéro 4. Il y a des fleuves qui coulent sur des centaines de miles vers le niveau de la mer sans descendre de plus de quelques pieds, notamment le Nil qui suit 1000 miles. Environ 1000 km, ne descend que d'un pied. Sur une distance d'environ 1000 km, il descend que d'environ 1 mètre, on va dire en gros. C'est-à-dire que le dénivelé est très petit. Le niveau de cette étendue est tout à fait incompatible. Ça va pas se déniveler si bas avec une idée de la convexité de la Terre. Convexité, c'est le saladier à l'envers. C'est donc une preuve raisonnable que la Terre n'est pas un globe. Les photos de la NASA nous montrent le Nil de cette manière, avec une grande courbure. Ici, la personne qui se trouve là, hop, à partir de ce moment-là, elle va se retrouver à des dizaines et des dizaines de kilomètres, son regard en dessous de sa ligne de vision. C'était juste un résumé. Le Nil, il est là, il ne se dénivelle que d'1 mètre sur des milliers de kilomètres. Dans les photos de la NASA, on a maintenant un bleuté qui entoure le globe qu'il n'y avait pas à l'époque. Il y a des fois des rajouts. Cette photo-là, je ne nie pas que c'est la réalité, mais elle n'est pas prise à une très grande hauteur. Et puis avec des logiciels, ils l'ont rendu d'apparence sphérique. Comment avec une telle dénivelée, on peut raisonnablement arriver à la constatation que le Nil ne va déniveler que d'1 mètre sur 1000 km. Ça fait quand même une grande distance. On aurait un vide de quelques dizaines de kilomètres, mais tout nous paraît toujours plat. 5e indice, les lumières qui sont exposées dans les phares sont vues par les navigateurs à des distances auxquelles, selon l'échelle de la courbure supposée donnée par les astronomes, elles devraient être de plusieurs centaines de pieds, dans certains cas au-dessous de la ligne de vue. Par exemple, la lumière du cap Hatteras est vue à une telle distance que selon la théorie, elle devrait être à 900 pieds plus haute au-dessus du niveau de la mer qu'elle ne l'est absolument pour être visible. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La lumière du phare, c'est comme la ligne de vue d'un observateur. On va pouvoir la voir derrière la courbure dans certains cas, cette lumière de phare, alors que on ne devrait pas la voir avec une courbure si elle existait réellement. Indice preuve numéro 6. Si nous nous tenons sur le sable du rivage de la mer et regardons un navire s'approcher de nous, nous constaterons qu'il va apparemment s'élever dans la mesure de sa propre taille, rien de plus. S'élever entre guillemets, qui va signifier qu'il va y avoir une modification de sa taille comme un effet d'optique avec la vue. Rien de plus. C'est le même phénomène qui va se produire
avec des pots de fleurs, avec n'importe quel objet qui est éloigné, le même objet de la même taille, si je le place plus loin, il va apparaître plus petit. Et si je le rapproche, il va revenir à la même taille. Donc cette élévation dont il parle, cette modification, c'est la taille qu'il apparaît. Quand il est loin, il est petit, et quand il est proche, il a sa vraie taille, enfin, il est plus grand. Si nous nous tenons sur une éminence, la même loi s'applique toujours. Et ce n'est que la loi de la perspective qui fait que les objets, lorsqu'ils s'approchent de nous, semblent augmenter de taille jusqu'à ce que nous les voyions près de nous, la taille qu'ils sont en fait. Qu'il n'y ait pas d'autre élévation que celle dont on a parlé ressort clairement du fait que quelle que soit la hauteur à laquelle nous nous élevons au-dessus du niveau de la mer, l'horizon s'élève encore et encore à mesure que nous nous élevons, de sorte qu'il est toujours sur un niveau avec l'œil, bien qu'il soit à 200 miles, comme vu par Image Gleicher d'Angleterre du ballon de M. Coxwell. De sorte qu'un navire à 5 miles de distance puisse être imaginé comme remontant la courbe descendante imaginaire de la surface de la Terre, comme si nous montons simplement une colline telle que Federal Hill, Baltimore, nous pouvons voir à 25 miles de distance à la hauteur de l'œil, c'est-à-dire 20 miles de distance au-delà du navire que nous avons vainement imaginé, suivant la courbure terrestre, disparaissant derrière. C'est une preuve évidente que la Terre n'est pas un globe. Ce qu'il explique ici, c'est que lorsque je vois le bateau qui disparaît à l'horizon, les globistes vont nous dire qu'il a passé la courbure à une telle distance. Le fait est que si à la même position je m'élève, je vais revoir le bateau. Mais bizarrement, ce bateau qui avait passé la courbure et qui, selon les globistes, ne m'apparaissait plus à la vue, lorsque je m'élève, je le revois, mais je ne vois pas la courbure, alors qu'il avait quand même disparu et que la courbure pour un bateau, elle fait quand même quelques 4-5 mètres. On ne voit pas la courbure quand on est en haut, et l'horizon monte toujours à la hauteur de la vue, comme ici, à une altitude de 34 km. L'horizon est à la hauteur des yeux, la même chose que si on est au sol. C'est comme si le bateau qui était parti derrière l'horizon, il y avait un effet d'optique de platitude et que je ne voyais plus cette courbure par laquelle il avait disparu à mes yeux lorsque je suis en hauteur. Ça n'a pas aucun sens. Preuve indice 7, si nous faisons un voyage dans la baie de Chesapeake pendant la journée, nous pouvons constater par nous-mêmes l'erreur totale de l'idée que lorsqu'un navire semble coque vers le bas, un navire qui commencerait à entreprendre la descente de la courbure par rapport à la place où nous nous trouvons, on le regarde, c'est appelé coque vers le bas, c'est parce que la coque est derrière l'eau, entre guillemets. Car des navires ont été vus et peuvent souvent être revus présentant l'apparence dont on a parlé, une coque vers le bas, en train d'entreprendre la navigation de la courbure dont on a parlé, est loin, très loin, au-delà de ces navires, et au même moment, la ligne de rivage de niveau, avec ses compléments d'accompagnement de grands arbres, dominant en perspective au-dessus de la tête des navires à coque, puisqu'alors l'idée ne tiendra pas debout quand les faits s'élèveront contre elle, et c'est un morceau de la théorie populaire. La théorie est une affaire méprisable, et nous pouvons facilement en tirer une preuve que la Terre n'est pas un globe. La baie qu'il parle de Chesapeake, la voici, on voit des bateaux. Ces bateaux vont sembler commencer à disparaître derrière la courbure, alors que on peut voir à l'horizon les arbres et même presque la baie. Ces arbres qui sont placés beaucoup plus loin que le navire ne présentent aucun affaissement. On voit très bien que les arbres suivent une ligne droite derrière, même si notre vision du bateau peut quelque peu être brouillée, étant donné que notre vue n'est pas la meilleure. De toute façon, lorsqu'on va prendre un P1000, l'appareil de Nikon, et qu'on va zoomer, le bateau qui semblait commencer à prendre la courbure et à disparaître va revenir à la vue. Le propos ici est: si le bateau à mi-distance entre l'horizon
quand l'on voit les arbres, la baie de l'autre côté, et l'observateur, comment se fait-il que le paysage éloigné suive la platitude? Cela explique que ce bateau, dont on pourrait penser qu'il disparaît derrière la courbure, en fait, c'est seulement notre vision imparfaite. Preuve indice numéro 8. Si la Terre était un globe, un petit modèle de globe serait la meilleure chose, car la plus vraie que le navigateur puisse emporter avec lui en mer. Mais une telle chose n'est pas connue. Avec un tel jouet comme guide, le marin fera un naufrage avec son navire, c'est certain. C'est la preuve que la Terre n'est pas un globe. Il est évident que si la Terre est un globe, la meilleure représentation que l'on pourrait avoir est un globe en miniature. On pourrait l'incliner de la même manière que le soleil apparaît, on aurait les directions du sud et du nord et on pourrait très bien suivre de manière optimale un trajet sur le plan terrestre. Alors que tous nos plans sont plats, c'est-à-dire qu'ils sont plus performants qu'un globe. C'est bien une preuve que l'outil que l'on utilise le mieux adapté à la réalité est plat. Preuve indice numéro 9. Comme les marins prennent la mer avec eux des cartes construites comme si la mer était une surface plane. Cependant, ces cartes peuvent se tromper quant à la véritable forme de cette surface plane prise dans son ensemble, c'est clair. Ils trouvent dans les cartes une réponse passablement bonne à l'objectif qu'ils ont demandé, c'est qu'on leur donne la direction. C'est seulement passablement bien le service rendu par les cartes, car de nombreux navires font naufrage en raison de l'erreur dont nous parlons. C'est pas exactement la réalité, la carte. Que la surface de la mer est telle qu'elle est supposée être, c'est-à-dire plate. Que le capitaine du navire suppose que la Terre soit un globe ou quoi que ce soit d'autre. Les circonstances sont les mêmes. Ceci signifie que l'on pense que ça soit plat ou que ça soit un globe, c'est la réalité par l'accident qui revient à la surface. Indice, preuve numéro 10, que la boussole des marins indique le nord et le sud en même temps est un fait aussi incontestable que 2 et 2 font 4, mais que cela serait impossible si la chose était placée sur un globe avec nord et sud au centre d'hémisphères opposés. C'est un fait qui ne figure pas dans les manuels scolaires, bien que très facilement visible, et cela n'exige aucun long raisonnement pour en tirer une preuve pointue que la Terre n'est pas un globe. Au pôle Nord, il y a le magnétisme, au pôle Sud, il y a un magnétisme sud. Selon ce qui est dit ici, ils sont placés sur un même axe central, et ce sont deux magnétismes opposés. Si on prend un globe, on va supposer que le magnétisme suit la courbure aussi. Ils sont sur un même point et ils sont opposés. Comment, situés à l'équateur, il n'y aurait pas de distorsion avec la boussole? C'est beaucoup plus compréhensible avec la Terre plate. La boussole fonctionne ainsi. Elle sera attirée au pôle Nord par le magnétisme du Nord. On pourra faire le tour de la Terre et simplement la boussole va modifier légèrement petit à petit sa direction lorsque l'on avance. Ainsi, on n'aura pas de distorsion entre deux forces magnétiques opposées sur un même point central. Très simple. On vient de réaliser les 10 premiers points de ce bouquin. Il s'agit de 100 Proof that the Earth is not a globe, 100 preuves que la Terre n'est pas un globe de Carpenter. On se retrouve prochainement avec d'autres preuves et indices de Carpenter dans ce livre que l'on a trouvé à la bibliothèque du Congrès qui date de 1885. S'il y a des points dans ces 10 premiers indices preuves
qui vous choquent, qui vous semblent complètement faux, ou qui, au contraire, des indices qui vous enchanteraient, dont vous avez envie de parler, laissez un commentaire, ça sera très apprécié. On pourra voir les commentaires durant les prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.